Laurent. Alors, Éric Laurent est la personne que j'aurais voulu devenir lorsque je voulais être journaliste. Voilà. Alors, c'est le type du journaliste qui fait le tour du monde, qui rencontre les grands de ce monde et les petits de ce monde, qui a des histoires à vous raconter pendant des heures, qui les raconte à la radio, qui les raconte dans les journaux, qui les raconte dans des bouquins, qui sont d'une lecture à la fois agréable et informative. Alors, grand reporter, d'abord, il a fait des études de droit, ensuite communication à Berkeley, c'est intéressant. Droit en France, communication à Berkeley, c'est sûr que ça va donner soit un échec lamentable ou un cocktail absolument détonnant. Alors, je jugerai. Donc, je suis donc grand reporter à Radio France, la guerre israélo-arabe 73, l'occupation soviétique de l'Afghanistan 79, l'évasion israélienne du Liban. Il a travaillé sur le défi mondial, ce fameux livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a été adapté à la télévision par Daniel Creusot, le réalisateur, qui est ici parmi nous, qui est donc un complice d'Éric depuis plusieurs années. Et puis, j'en passe parce que je vais prendre tout son temps, mais il a publié un certain nombre de livres dont je vous suggère la lecture: Guerre du Golfe, Tempête du désert, La mémoire d'un roi, Hassan II, qui a ouvert ses portes et ses mémoires, La guerre des bouches. Ensuite, il est devenu un peu obsédé par les bouches. Non. Comme 6 milliards de personnes sur Internet. Alors, La guerre des bouches, Le monde secret de Bush, La face cachée du 11 septembre, plus récemment Bush, l'Iran et la bombe, et l'an dernier, La face cachée du pétrole, sur lequel il travaille aussi à le transformer en documentaire. Donc, Éric va nous parler aujourd'hui du pétrole comme facteur de violence dans les relations internationales. Merci Jean-François. Oui, vous savez, John le Carré, l'écrivain anglais, disait: pour comprendre les problèmes, suivez l'argent. Et je pense qu'on pourrait, pour le parapher, dire: pour comprendre les problèmes, suivez l'argent et le pétrole. Et en réalité, la violence, effectivement, dans les relations internationales liées au pétrole ne se rattache pas nécessairement et toujours à des bruits de bottes ou à des interventions armées. Et je voudrais simplement rappeler que cette violence, au fond, a commencé lorsqu'on a commencé à découvrir les champs pétrolifères, notamment au Moyen-Orient et dans la région, en effet, donc du Golfe. Il faut rappeler que d'ailleurs, et c'est là où la politique est un éternel recommencement, la géopolitique en tout cas, que les deux premières sources, effectivement, d'approvisionnement pétrolier pour les pays européens, justement, car à l'époque, il faut le rappeler, les États-Unis étaient le premier pays producteur et exportateur de pétrole. Donc l'alternative a été constituée par deux pays, la Perse, donc l'Iran d'aujourd'hui, et l'Irak, où étaient installés deux énormes consortiums. L'un s'appelait l'Irak Petroleum Company et l'autre s'appelait l'Anglo-Persian, voilà, et qui sont devenus par déclinaison un certain nombre de compagnies et de majors donc occidentales. Et à l'époque, il faut quand même le souligner, le prix du pétrole était et est resté pendant des décennies à un prix dérisoire. Quand on dit bas, c'est encore proférer une relative absurdité. C'était un prix d'extraction qui était dérisoire. Le pétrole sortait, traversait ces territoires arides et évidemment ne participait pas à les revenus du pétrole qui étaient dérisoires et qui étaient versés à des élites ou à des dirigeants, il faut bien le dire, corrompus. Par exemple, le roi de Perse qui avait adjugé en 1927 pour 770 000 kilomètres. Ah, vous n'entendez pas? Là, c'est en plus. Ah pardon. Donc 770 000 kilomètres carrés de territoire pour une somme qui se montait à peine à 2 millions de livres sterling. Et les droits et les royalties qu'il recueillait sur ces pétroles extraits étaient parfaitement ridicules. Et d'ailleurs, ça rejoint l'intervention de mon prédécesseur. À l'époque et pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, on n'a jamais su effectivement quelle était les quantités de pétrole extrait. Je veux dire par là que la première violence qui a été infligée, c'est la violence qui a été infligée à cette population. Et le pétrole n'a jamais été un facteur de développement, mais il a été soustrait en tant que richesse à ces pays, à ces populations, à ces dirigeants, volés pour, en effet, il faut bien le dire, en des termes crus, volés parce que payé à un prix dérisoirement bas. Et il a permis, au fait, notre croissance, notre monde contemporain ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui si nous n'avions pas effectivement pu le faire reposer
reposer sur une énergie aussi si parfaite, si complexe et en même temps si bon marché. Ça, c'est le premier point. Et je pense que ça, c'est un point important à souligner. Et pour vous donner une idée de la disproportion qui existait en termes de violence, toutes les tentatives qui ont pu être faites à partir des années 50 ou 60, après la guerre, pour tenter, de la part des pays producteurs, je parle, d'augmenter le prix du baril, se sont heurtés à une fin de non-recevoir, car les rapports de force étaient évidemment trop défavorables par rapport aux grandes compagnies pétrolières. Et il y a un épisode assez significatif à cet égard, en 1959, la création de l'OPEP. Et l'OPEP qui nous sert aujourd'hui de référence pour rythmer effectivement l'augmentation ou contre la baisse attendue ou espérée des prix du baril. La naissance de l'OPEP s'est passée en 1959 dans des conditions d'extraordinaire discrétion. Elle a été le fruit, le résultat de l'initiative de deux hommes. Le ministre saoudien de l'époque du pétrole, Takriti, qui était un progressiste et qui avait vraiment fait toute sa carrière et sa formation aux États-Unis justement dans l'industrie pétrolière qu'il connaissait de l'intérieur. Et l'autre personnage clé était le ministre vénézuélien du pétrole lui aussi. Et la création de l'OPEP s'est passée dans un silence, il faut bien le dire, assourdissant. La presse occidentale n'a quasiment pas relevé la création de cet organisme et il était considéré comme tellement secondaire et tellement dépourvu d'importance que lorsqu'il a voulu s'installer en Suisse, installer son secrétariat en Suisse, les responsables helvétiques considéraient que c'était une organisation tellement secondaire qu'elle ne méritait pas le statut, enfin que ses collaborateurs ne méritaient pas le statut diplomatique. Et donc elle a été installée à Vienne, qui était à l'époque, il faut bien le dire, une capitale secondaire avec d'un accès difficile. Et entre 1959 et 1972, fin 72, début 73, malgré les demandes réitérées, les offensives, les menaces de l'OPEP, même cette manière de supplier même les Occidentaux et les compagnies occidentales de lâcher quelques cents supplémentaires, il y a eu une position absolument irréductible. Et en 73, il y a eu ce fameux premier choc pétrolier, autre violence apparente, mais qui en réalité cache une manipulation qui est extrêmement intéressante. En 1973, il y a ce télescope deux événements. Il y a d'abord le fameux embargo, enfin il y a d'abord la crise, évidemment la guerre israélo-arabe, et puis il y a la décision d'un certain nombre de pays de l'OPEP d'augmenter les prix du pétrole et surtout de lancer un embargo pour en tenter de faire fléchir vers les pays qui sont effectivement proches, ou en tout cas des soutiens d'Israël. Et on a le sentiment que cette décision d'embargo va être le facteur clé qui va provoquer à terme le doublement puis le quadruplement des prix du pétrole, puisqu'on passera de 1 dollar au terme de la crise à 14 dollars. Or, la réalité est tout à fait différente. Aujourd'hui, on le sait, l'embargo donc décrété par les pays arabes producteurs de pétrole, donc non pas de l'OPEP, mais de l'OPAEP, qui est un organisme au sein de l'OPEP, donc n'a duré que quelques heures et de manière totalement artificielle. La réalité, c'est que derrière tout ça, si les pays producteurs ont pu augmenter le prix du baril, c'est que les compagnies les ont poussés à le faire, les grandes compagnies occidentales, les grandes compagnies pétrolières. Pour quelles raisons? Pourquoi ce changement radical? Parce qu'il s'est passé un événement considérable la même année. Ces compagnies pétrolières se sont retrouvées dans une situation financière extrêmement difficile pour une raison très simple, c'est qu'elles devaient faire face à des investissements colossaux, notamment pour l'extraction du pétrole en mer du Nord, qui exigeait en effet une technologie nouvelle et extrêmement coûteuse. Et puis il y avait aussi la construction notamment d'exploitation en Alaska et la construction d'un pipeline qui s'est révélé effectivement coûter plus de 10 milliards. Donc ces compagnies avaient besoin de dégager effectivement un cash flow considérable. Et ce sont elles qui ont poussé les pays producteurs à la hausse, qui les ont encouragés à la hausse. Et j'ai un témoignage direct de ça aujourd'hui des journalistes comme Seymour Hersh, le journaliste d'investigation américain,
avait fait une enquête à l'époque dans laquelle il révélait les témoignages de plusieurs membres dirigeants d'Exxon, dans lesquels il déclarait qu'ils avaient eu des rencontres avec le cheikh Yamani, le ministre saoudien du pétrole, pour l'inciter à une hausse du prix du baril. Et j'ai le témoignage d'un ami qui s'appelle Nicolas Sarkis, qui est un expert pétrolier, qui est le directeur du Centre arabe d'études pétrolières, et qui était le conseiller de plusieurs gouvernements arabes à l'époque, notamment le gouvernement irakien, libyen et algérien. Et il dit, j'ai assisté à une cérémonie organisée par les dirigeants irakiens pour la nationalisation de l'industrie pétrolière. Et là, il y avait un homme qui était invité et qui s'appelait James Atkins. Et James Atkins, c'était le conseiller pour l'énergie de Richard Nixon, à l'époque président des États-Unis.